Et yo, bonjour. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous transmettre un petit peu des ressources que j'ai trouvées trop cool dans mon parcours, moi, pour me renseigner sur le féminisme, le patriarcat, tout ça. Et je fais ça parce que il y a assez peu de ressources qui sont adressées aux hommes, ou en tout cas, il y en avait assez peu, moi, quand j'ai commencé. Et c'est un constat partagé par Bell Hooks, qui est une autrice américaine. On va y revenir parce que je vais vous parler d'un de ses livres qui est formidable. Et elle, entre autres, elle est prof à la fac, et elle est prof à la fac aussi pour des cours où les élèves ont envie de se déconstruire. Et elle racontait que quand il y a des élèves qui viennent la voir à la fin des cours pour dire Excusez-moi, madame la professeure, j'ai tellement envie d'avoir d'autres livres et de fouiller. Quel livre vous pouvez me conseiller pour me déconstruire un peu plus ?» Quand c'est des élèves qui sont des femmes qui viennent, elle a des cartons de livres à leur conseiller, et quand c'est des hommes, se retrouver bien embêtés, et elle sait pas trop quoi leur dire en fait. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, parce que en 7 ans, j'ai croisé plein de ressources que j'ai trouvées admirables, qui m'ont permis d'avancer. Et voilà, je voulais vous partager un petit best-of dans lequel vous pourrez piocher. Le but, c'est juste de vous partager moi ce qui m'a aidé, et peut-être que vous, ça vous inspirera. Donc en tout premier, je vais vous parler des livres, après je vais vous parler des podcasts, après je vais vous parler des films, /vidéos YouTube. Et voilà quoi. Du coup, tout premier truc dont je voulais vous parler, c'est les BD d'Art Mela. Art Mela, c'est cette petite dame-là qui, à la base, a du mal à communiquer, donc elle dessine, c'est comme ça qu'elle fait ça. Et elle est passionnée de développement personnel, elle va faire plein de stages. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est thérapeute et elle accompagne des gens. Mais ce qu'elle va faire surtout, c'est ces petites BD-là. Donc elle en a plusieurs. Moi, ce que je trouve vraiment folle, c'est celle sur les émotions, il y en a 3. Et ces BD, elles expliquent mais qu'est-ce que c'est donc une émotion, comment ça marche. Et ça a l'air rien du tout, mais ça a débloqué plein de choses pour moi et dans ma famille. C'est un excellent moyen de mieux comprendre ce qu'est une émotion, c'est un excellent moyen de rentrer en mouvement par rapport à ça et remettre de la communication, de l'empathie. Alors ça paraît assez peu et rien dit comme ça. En fait, c'est ultra important. C'est ultra important parce que ça va être la base qui permet de se déconstruire plus, d'être capable de parler de soi et de ce qui va pas. Maintenant, je vais vous parler plus de féminisme, et pour moi, de la goth, c'est Bell Hooks. Alors, petit disclaimer, elle arrivait dans ma vie à un moment un moment qui était important. Ça faisait 5 ans que je m'intéressais au féminisme, que je faisais des choses autour de ça. Je commençais à être fatigué de me dire, mais il y a si peu de gens qui ont l'air de partager ma vision des choses sur comment avancer ensemble en tant que société, hommes et femmes. Une vision qui se disait il y a une partie du féminisme qui est super et qui nous permet d'être reconnus, d'être en colère, d'être triste. Mais après, j'aimerais moi qu'il y ait une partie du féminisme qui permette de dépasser ça et d'inventer la société de demain, d'enrayer les mécanismes de pression qui se reproduisent, les systèmes, et pas seulement qui décident de vivre en étant loin de ça, mais qui les changent. Et donc j'avais ce projet de mixité, de groupe de parole en mixité. Je suis allé en parler dans un café féministe de mon quartier, parce que je trouvais ça trop cool d'avoir un projet à l'échelle d'un quartier où on allait pouvoir se croiser, voilà. Je trouvais que c'était une bonne échelle pour avoir un impact. Et je me suis fait rire au nez. Et vraiment, c'était humiliant, ça m'a mis en colère. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, peut-être que j'ai rien compris. Peut-être que ça fait 5 ans que j'écoute des trucs et que j'ai vraiment pas compris ce que c'est le féminisme. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Peut-être qu'elles ont raison. Peut-être qu'elles se moquent, elles se moquent pour quelque chose. Donc j'ai essayé de comprendre ça. Et c'est là que j'ai lu ce livre de Bell Hooks qui s'appelle The Will to Change Men, Masculinity and Love. Donc l'envie de changer les hommes, la masculinité et l'amour. Ça a été traduit en français assez récemment, je pense en 2020 ou 2021. Donc disponible pour tout le monde. Et là j'ai pris une claque. J'ai vraiment pris une claque parce que c'était la première fois que dans un livre féministe, il y avait des idées qui m'animaient. Je me suis dit, je suis pas fou. Je me suis dit, il y a donc des féministes qui ont envie de construire le monde, moi qui me donne envie. Et donc, ça m'a redonné de l'élan, de la motivation. Et je me suis dit, mais je vais les trouver, ces gens-là. Et donc après, j'ai fait mon cercle de parole mixte, entre autres grâce au soutien de la librairie à soi, à Lyon. Pourquoi c'est un livre fou ? Déjà, c'est un livre écrit par quelqu'un d'ultra légitime. Bell Hooks, c'est cette dame-là. Quelle bonne tête. C'est cette dame qui a écrit plus de 40 livres sur ces sujets-là, qui est professeure à l'université. Elle a été professeure à Yale, à Stanford, à Berea College, dans le Kentucky. Et elle s'intéresse aux mécanismes d'oppression, les systèmes qui se reproduisent, comment les casser. Et il y a 3 intersectionnalités qui l'intéressent particulièrement. Il y a la race, elle c'est une femme noire. Il y a le genre, et il y a le capitalisme. Et puis j'ai cru comprendre qu'elle s'intéressait aussi aux mass médias, mais bon, moi j'ai lu que ce livre d'elle, voilà. Donc c'est quelqu'un de légitime, c'est quelqu'un qui est professeur, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à ça. Si je la cite, je sais que je vais être pris en compte. Parce qu'il y a un peu ce game dans les milieux féminismes de citer ce que vous avez lu. Genre les gens parlent pas d'eux-mêmes souvent. Ils disent oui mais miam 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 miam, et ils se reposent sans cesse sur les épaules d'autres gens. Donc pour moi c'était important de me dire
je suis pas fou et c'est pas n'importe qui parle. Après ça, c'est quelqu'un qui écrit ce livre avec un élan d'amour. Elle se dit, enfin même au-delà d'un élan d'amour, je crois, c'est juste un élan de... Elle dit dans son introduction, le féminisme, ça permet de se libérer du périmètre que le patriarcat nous met, de se rendre compte qu'on est dedans et d'oser aller en dehors de ça. Par contre, le féminisme aujourd'hui, il nous permet pas de nous soigner. La vérité, c'est que dans notre vie, il y a des hommes et des femmes. La plupart d'entre nous avons un papa et une maman, avons des grands-parents, avons des oncles et des tantes. Et du coup, le féminisme a tendance à légitimer, en tout cas au moment où elle écrit ce livre, hein, à légitimer le fait que, en tant que femme, c'est tout à fait ok de s'en ficher des hommes et de plus leur parler et de juste les exclure. On va faire des villages de femmes et tout, ça va être super. Et elle, ce qu'elle dit, c'est ouais, mais en faisant ça, moi j'ai l'impression d'abandonner des parts de moi. Moi, j'ai des souvenirs avec mes oncles, avec mes grands-pères, avec mon père. C'est aussi des gens qui comptent pour moi. Attention, c'est aussi des gens qui m'ont infligé de la violence. Mais c'est aussi des parties de moi, ça. Et donc, moi, j'ai pas envie d'abandonner ces parties de moi parce que je serai plus complète. Donc la question, ça devient comment on avance ensemble. Qu'est-ce qu'on peut inventer? Donc c'est vraiment un livre qui se base sur le fait que on est une société et c'est ensemble qu'on va déplacer le sexisme et les oppressions sexistes. Et c'est un livre qui a deux hypothèses fortes. Tout se base sur le fait que dans le monde, il n'y a que deux choses qui ne changent pas. Un, le fait que tout va changer. Et deux, la résistance au changement. Et du coup, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a plein d'hommes qui sont sûrement intéressés par le féminisme, ça c'est sûr. Par contre, il y en a aussi plein d'autres qui n'ont même pas commencé. Et si les hommes ont envie de changer, et s'il y a une partie d'eux qui a envie de changer, il y a aussi une partie d'eux qui résiste ce changement. Et c'est normal, c'est comme ça pour tous les changements. Il y a toujours une partie de nous qui veut changer, qui va à un moment donné être capable d'aller chercher de l'aide, et il y a une autre partie en nous qui va refuser cette aide que l'autre partie vient d'aller chercher. Et ça se vérifie énormément en thérapie. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Ce qui est trop chouette avec ce livre, c'est que elle cite des thérapeutes, elle s'inspire d'autres choses que la littérature féministe. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste là-dedans. Voilà, donc moi ça m'a énormément inspiré, c'est vraiment un livre que je vous conseille. D'ailleurs, c'est un livre sur lequel j'ai salement geeké, parce que là vous allez découvrir que je suis un psychopathe. En fait, ça m'a tellement passionné que je l'ai étudié, j'ai sorti un petit peu de tout ça, j'ai essayé de mettre en lien des schémas et comment ça marchait, des concepts. Et à un moment, je me suis dit, ok, je vais en faire un grand schéma qui reprend tout. Et en fait, j'ai abandonné. C'était très compliqué. En tout cas, voilà, c'est vraiment un livre qui m'a passionné, il y a énormément de matière. C'est la ressource la plus aboutie sur les masculinités et le féminisme que j'ai trouvé. Alors vraiment, je pense que tous les hommes qui s'intéressent au féminisme devraient le lire, et je pense vraiment qu'on gagnerait à ce que une majorité de femmes le lisent aussi. Enfin, c'est tellement le féminisme, moi, qui me donne envie, en fait. Voilà. Après, j'avais envie de vous parler de ça, là. Lucille Pétavin, Le coup de la virilité. Alors, je sais pas si je l'ai mis quelque part, ça. Ah si, voilà. Voilà, ce livre. Ce livre, c'est un livre rigolo. C'est une meuf qui se dit tiens, mais en fait, les hommes, ils sont responsables de 90% ou des accidents, 96% des gens en prison, c'est des hommes en France, voilà. Donc ça nous coûte combien, en fait, cette culture qu'on transmet à nos enfants qui sont des garçons, qui vont devenir des hommes? Combien ça coûte tous les ans à la société française? C'est une question qu'elle avait dans la tête, et elle en a fait un livre en deux parties. Il y a toute une partie où c'est des maths, et toute une partie où c'est du texte. Parce qu'en fait, il y a un peu une démarche de thèse. Et c'est pas une thèse, dans le sens où c'est pas assez poussé. Par contre, elle dit j'aimerais beaucoup que des gens fassent une thèse dessus, et donc voici tout mon travail pour vous lancer, quoi. Moi, j'ai trouvé ce livre hyper intéressant parce que ça m'a permis d'avoir des exemples sur le patriarcat, c'est tous ces impacts-là. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle s'arrête vraiment à genre 96% des gens en prison, c'est des hommes. Ah non, c'est 90%. C'est marqué là, regardez. 90% des personnes condamnées par la justice, c'est des hommes. Et là, genre, il y a un problème avec les hommes. Et elle se pose pas la question de comment ça se fait, en fait. Il n'y a aucune raison, je pense pas, en tout cas, biologiquement, qui expliquerait qu'un mâle humain va faire des bêtises et une femelle humaine non. Donc c'est de la socialisation. Mais en tout cas, c'est intéressant pour mieux comprendre les impacts du patriarcat dans notre société. Après, évidemment, il y a les BD Crocodile, qui est aussi un site internet, ça s'appelle Projet Crocodile, ils en font des BD. Et ça, c'est très très cool, c'est des BD comme ça, tous les hommes sont représentés comme des crocodiles, et ça permet de comprendre un petit peu ce que peuvent ressentir des femmes, notamment dans l'espace public, notamment dans la sexualité, les agressions dont elles sont victimes. Et c'est vraiment un livre qui m'a mis une BD qui m'a mis une claque. Parce que c'est pas des mots théoriques, c'est que des expériences, et ça permet de se rendre compte à quel point... En fait, si les femmes regardent tous les hommes comme ça, c'est horrible de vivre dans cette société. Donc moi, ça m'a permis un pont d'empathie. Par contre, ça m'a aussi blessé en tant qu'homme, et je me suis demandé comment les femmes me regardaient dans la rue, et c'était une période compliquée de remise en question pour moi. Mais super outil, en tout cas, pour connecter avec cette partie-là, et vraiment essayer de comprendre la réalité des autres. Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que les hommes comprennent pas la réalité des femmes, et les femmes comprennent pas la réalité des hommes.
Donc là, c'est vraiment un super outil qui permet de s'approcher d'une compréhension. Ah ben voilà, c'est ça le livre de Bell Hooks, regardez. La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour. Voilà, il ressemble à ça. Après, je voulais vous parler de la salope éthique, c'est trop cool. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a toute une partie du féminisme qui s'intéresse à déconstruire l'amour hétérosexuel. Pas le fait qu'un homme et qu'une femme puissent s'aimer, mais l'idée traditionnelle du couple. L'objet couple, comme on connaît dans notre société et qu'on rediscute si peu finalement. Ça, c'est un livre écrit par deux personnes qui sont des femmes et qui sont polyamoureuses depuis très longtemps, qui sont aussi une des deux éditrices d'une maison d'édition BDSM. Et c'est un guide pratique qui fait vraiment référence dans le monde des relations polyamoureuses. En tout cas, c'est une très bonne porte d'entrée. Ça donne plein d'exercices pratiques et ça fait travailler sur la jalousie, sur l'estime de soi. Ça permet de comprendre. Donc voilà, à toutes les personnes qui sont en train d'explorer ça ou qui ont envie d'explorer ça, qui veulent ouvrir leur couple ou quoi. Je trouve que c'est un super outil que moi je recommande à certains patients qui sont à ces étapes-là. On en parle, enfin c'est top. Après évidemment il y a le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. La partie 1, parce que la partie 2 en fait elle a tellement été prise et reprise dans plein de livres différents que vous trouverez ces idées dans un peu n'importe quoi que vous lirez, je pense. Enfin, si vous lisez plus de 3 livres sur le féminisme, je pense que vous allez être en lien avec ces idées-là. Par contre, la partie 1 est vraiment technique. Moi, la première fois que j'ai lu, j'ai rien compris. J'ai même abandonné 2 mois, repris, je l'ai fini, et je me suis dit super, je l'ai fini. Et j'avais rien compris. J'ai fini, mais de quoi ça parlait déjà? Donc je l'ai relu et j'ai pris des notes dans tous les sens. À chaque fois que je comprenais pas un terme, je l'ai googlé. J'ai vraiment travaillé parce que ça m'intéressait de le comprendre. Je trouve ça trop intéressant et je vais vous en faire une vidéo. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne mise en contexte, un peu dans le style d'un Sapiens. Ça remet l'histoire en contexte longuement comme ça. C'est super, même si la couverture est moche. Alors, au début, je la trouvais horrible, maintenant je crois que je l'aime bien. Voilà. Et si, un peu dans le même style, Tout compte fait, il est beaucoup plus beau comme ça que sur le site là. Tout compte fait, c'est les mémoires de Simone de Beauvoir. Des fois, elle fait ça. Elle écrit ses mémoires. Ça, c'est le 4e tome. Je pense pas qu'elle en a écrit un 5e, je suis pas sûr. En gros, elle écrit sa vie, quoi. Et dans ce livre, à la fin de Tout compte fait, il y a un tout petit passage où elle revient sur 20 ans plus tard, du coup, je crois, sur ce qu'elle a écrit dans Le deuxième sexe. Notamment, ce qui transparaît dans Le deuxième sexe, même si elle le dit pas avec ces mots-là, que on ne naît pas homme, on le devient. Dans Le deuxième sexe, elle dit on ne naît pas femme, on le devient. Dans ses mémoires, elle a le besoin de dire en fait, il faut absolument que je précise ça, parce que je sais pas si ça a été vu. Là où j'en suis avec le recul, je me rends compte que les hommes aussi ils sont socialisés. Oh, mais mon Dieu, mais ça connecte avec Bellux. Serait-on dans un système? Tout le monde serait-il un petit peu responsable et bourreau? Voilà. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant de... Mais en vrai, je vous conseille pas de le lire, sauf si vous voulez savoir un peu plus de qui est Simone de Beauvoir. Moi, je le lisais aussi pour ça. Et avec dans l'idée de me dire, attends, je crois qu'elle revient un petit peu sur ce qu'elle a dit dans Le deuxième sexe. Vraiment, c'est genre 3 pages à la toute fin, quoi. Donc, je vous conseille pas forcément de le lire, mais je trouve ça intéressant pour avoir son recul 20 ans plus tard sur ce qu'elle a écrit quand même. Ça, c'est... Ah oui, voilà. Super, voilà. Alors, mais là, ça ressemble à ça, du coup. C'est des petites BD comme ça paraît très enfantin. Et en fait, ben, c'est vachement chouette. Là, elle explique comment ça marche une émotion, à quoi ça sert. Hop, une émotion, si on veut pas l'écouter, elle tape à la porte super fort. Si on la fait rentrer, elle nous dit comment ça va. Puis on parle, et puis hop, après on va mieux. Et on est calme. Voilà, alors ça paraît hyper enfantin, mais vraiment, enfin, c'est un des outils qui m'a le plus fait changer, moi, je crois. Et que j'incarne le plus aujourd'hui dans mon quotidien. Et après, je vous ai mis 2 petits livres de Virginie Despentes. Si vous enlevez la couverture de merde trop moche, là, dessous, il y a juste une couverture banale. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un roman. Alors, j'ai lu assez peu de romans féministes. À part les romans d'Ursula Le Guin, mon Dieu, je vous en ai pas parlé. C'est super. Si vous aimez la fantasy, lisez ça, quoi. C'est génial. C'est une autre façon de faire de la fantasy. Une dame qui était féministe avant l'heure, qui faisait la fantasy avant que ça coule. Très chouette. Le cycle de Terre-Mère, moi, j'ai lu. Ça, vraiment, papa. C'est ça. C'est super. Alors, c'est un livre un peu énorme, mais là-dedans, il y a les 6 tomes. Voilà, ça, c'est super cool. Voilà, ça, c'est un vrai modèle de ce que pourrait être la société, de ce que pourraient être nos héros. Voilà, Ursula Le Guin, stylé. Oui, bah, Virginie Despentes, c'est un roman et je trouve ça assez cool parce que du coup, il y a de la nuance. C'est une dame qui est âgée aussi et ça change beaucoup de choses, je trouve,
quand c'est des gens qui sont un peu plus âgés qui parlent de féminisme parce qu'ils ont du recul, parce qu'ils sont plus mêlés avec des hommes et des femmes. Voilà, il y a plus de nuances. Et j'ai mis King Kong Theory parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai mis longtemps à le lire. Je trouve ça assez cool. C'est très punk, c'est une colère à laquelle je me suis identifié aussi. Je me suis dit, putain, mais c'est trop chouette. Moi, j'ai envie de faire partir de ça. Je comprends aussi que ça soit son truc. Voilà, trop chouette. Ok. Alors ça s'appelle Faire justice, moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes. D'Elsa Deck-Marceau. Titre à rallonge. Tout petit livre d'expérience pratique qui va interroger comment on rend justice, notamment dans les milieux militants. Parce que la vérité, c'est que 98% du temps, on ne fait pas appel au tribunal pour rendre justice, on rend justice entre nous. Et donc c'est un petit peu comment bien faire justice, quelles sont les dérives qu'on voit dans les milieux militants, comment certains milieux militants recréent des oppressions, notamment au moment de faire justice. Est trop intéressant parce que ça, c'est une vraie œuvre basée sur de l'expérience de médiation, qui vient vraiment interroger l'idée qu'on est dans un système et que pour sortir d'un système, c'est pas facile. C'est pas parce qu'on est militant qu'on est parfait et que ça arrive très vite de faire des bêtises et de punir durement des gens. Et ça vient interroger comment on pourrait faire pour mieux s'aider à se punir et à réintégrer les groupes, la société. Parce que normalement, une punition, ça sert quand même à ça. Ça sert à dire voici le cadre dans lequel on accepte de vivre. Ceux qui dépassent ce cadre, on leur montre que s'ils veulent rester, c'est dans ce cadre. Et voilà. Et après, il y a un moment où on se fait réintégrer, quoi. Super. C'est tout pour les livres. On passe maintenant. Ok, d'accord. On passe au podcast. Je voulais vous parler un petit peu des podcasts parce que c'était tout le début de mon histoire, moi. Le tout premier podcast que j'ai écouté plein de fois, c'est Histoire de mec. Avant, ça s'appelait le The Boys Club. Donc il y a un peu de deux phases. Il y a cette phase, vous voyez, où tout est orange. C'est quand le podcast était porté par Mimi et Florent... Comment il s'appelle ? Fabrice Florent. Et quand ça appartenait à Mademoiselle. Super intéressant d'avoir le regard croisé d'un homme et d'une femme et d'avoir des discussions intimes. C'est clairement le concept que j'ai repris moi pour le podcast Oh les gars où je suis allé interroger d'autres hommes. Trop bien. Et après ils sont séparés. Enfin je veux dire lui il est sorti du magazine et il est parti avec le podcast. C'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord. Et après ça devient bleu. Et là moi j'ai quasiment rien écouté parce que j'avais plus envie d'écouter ça. J'avais tout consommé jusqu'ici. Mais trop intéressant pour avoir accès à l'expérience que vivent certains hommes pour mieux comprendre. Il y a plein de femmes que j'ai rencontrées dans les milieux féministes qui m'ont partagé qu'elles comprenaient rien à la réalité des hommes. Bah, ça, c'est une bonne façon de mieux comprendre. Et pour les hommes, c'est aussi un endroit où on se dit « Ah, waouh, je suis pas le seul ». Fabrice Florent, il a un deuxième podcast qui s'appelle « Histoire de daron ». Et ça, c'est trop chouette. Ça m'a vachement intéressé. C'est comment les pères vivent leur paternité. Un sujet que moi, que j'avais pas eu l'occasion d'entendre. Et ça m'a vachement nourri quand j'ai fait ça. À peu près au même moment, j'ai fait la même chose sur les maternités. Et comment c'est pour une femme de devenir mère. Et c'était trop passionnant pour moi, mais je sais pas du tout comment j'ai eu accès à ça, je sais pas quel podcast c'était, voilà. Mais ça existe, si ça vous intéresse. Après, il y a La Poudre, ça j'ai assez peu écouté, mais c'est un grand classique des milieux féministes. C'est bien, c'est vraiment bien. C'est cool, j'ai assez peu écouté parce que je sais pas pourquoi. Mais c'est très chouette, tous ceux que j'ai écoutés m'ont plu quasiment. Le cœur sur la table, énorme coup de cœur. Ça parle des histoires d'amour, des façons de s'aimer, de comment changer ça. Donc c'est ce que je vous disais il y a toute une partie du mouvement féministe qui s'intéresse aussi à ce que c'est l'amour et comment être en couple, comment être en lien. Et waouh, ça c'est trop beau, c'est trop bien produit, c'est des témoignages hyper touchants, c'est doux, c'est court, incroyable. Cette même dame qui a fait Le cœur sur la table, elle a fait Les couilles sur la table, qui est un énorme classique dans le milieu féministe. Moi franchement, ça me fait chier, je trouve ça trop théorique. Il y a qu'une ou deux fois où ça m'a intéressé, mais vraiment, oh là là, moi j'ai pas aimé. Par contre, je vous en parle parce que quasiment toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler ont adoré, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc vraiment, voilà, ça, si vous voulez un repère de podcasts hyper chouettes, a priori, quasiment tout le monde aime ça. Et après, il y a ce petit gars là qui fait mansplaining, Thomas Messias. J'en ai pas écouté beaucoup parce que c'est vraiment arrivé tard. Moi, j'écoutais plus de podcasts à ce moment-là. Mais j'en ai écouté un ou deux que j'ai trouvé plutôt chouettes. En fait, je me dis que si j'avais dû faire un podcast acheté par une plateforme, ça aurait pu ressembler à ça. Je sais pas trop. Je trouve ça cool en tout cas, qu'il y ait quelqu'un qui soit un homme et qui ait un espace où il essaye de déconstruire des trucs. C'est plutôt des formats courts, vous voyez, 15-20 minutes. C'est pas mal. Et il se met souvent en lien avec d'autres gens. Voilà. Vous avez maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 podcasts à explorer si vous avez envie. Et maintenant, j'aimerais vous parler des films. Parce que là, il y a vraiment des pépites. Enfin, je sais pas vous, moi j'adore le cinéma. Genre, vraiment, j'adore ça. Et là, il y a vraiment des grands coups de cœur parce qu'en très peu de temps, en 1h30, 2 heures, si c'est un film ou en, je sais pas, 10 heures si c'est une série, il se passe quelque chose, quoi. Et ça marque émotionnellement.
Donc là, Ted Lasso, je pense que Ted Lasso, c'est l'œuvre culturelle que je préfère de toute ma vie. Genre livre, film, tout confondu quoi. Et waouh, je sais même pas par où commencer, c'est génial. C'est la seule série qui, après chaque épisode, m'a rendu heureux pendant 2-3 jours. Alors, j'ai eu une traînée d'être content pendant 2 ou 3 jours après, ça m'avait jamais fait ça. Tout est juste exceptionnel. Je vous laisse avec regarder le trailer. En fait, c'est juste si un coach de football est bienveillant, sait écouter et agit avec une énergie d'amour et pas une énergie de compétition, qu'est-ce que ça donne? Et ça vient interroger les masculinités, la compétition, tout ça, c'est très très beau. Après, il y a The Work. Ça, c'est super dur d'accès, je sais pas comment l'obtenir. Moi, je l'avais vu sur un live une fois. Bah, grâce à Fabrice Florent et Mimi d'ailleurs. C'est exceptionnel. Ça, c'est un énorme coup de cœur. C'est l'histoire d'une prison dans laquelle les détenus animent 2 fois par an un stage où ils viennent travailler sur eux en thérapie, c'est de la thérapie de groupe. Et ils accueillent quelques hommes de l'extérieur. Donc c'est tout entre hommes, animés par des anciens détenus ou des détenus actuels. Ils se passent le savoir de comment animer ces ateliers. Et c'est des hommes qui viennent travailler sur eux-mêmes et qui viennent bouger des choses. Et ce qui est fou, c'est que les hommes qui sont à l'extérieur de la prison et qui viennent sont parfois ont l'air parfois beaucoup plus problématiques que les mecs qui sont en prison quoi. Donc c'est trop beau, c'est des hommes qui prennent soin d'hommes et qui essayent de grandir ensemble, de se soigner. Trop trop beau. Vraiment ça c'est hyper marquant et ouais, c'est fou. Merci Mimi et Fabrice Florent d'avoir montré ça quoi. Therapy c'est cool. C'est alors comment je ne spoil pas ça. Une famille qui passe ses vacances dans les Alpes françaises est confrontée à une avalanche dévastatrice. Ok, je pense que voilà, ça spoil pas tellement. Ils sont à table comme ça, il y a une avalanche, le papa court sans protéger sa famille, mais l'avalanche ne les tue pas, donc il doit revenir à table. Et c'est l'histoire de cette gestion-là. Et je trouve que c'est un film qui dit énormément de choses de la masculinité, qui dit énormément de choses de... Ouais, je sais pas mieux vous le vendre. En fait, j'ai trop peur de vous spoiler. Très, très beau film. Nordique. Et vraiment, ils sont trop forts pour faire des films où les personnages font peur, précisément parce qu'ils sont si proches de la réalité. Et voilà, je vous conseille vraiment. Après, je voulais vous parler de 3 trucs sur YouTube. On va peut-être commencer par lui qui est vraiment le plus fou. Pop Culture Detective. Alors c'est que en anglais, je crois, mais il y a peut-être des sous-titres français. Il vient montrer dans la culture populaire plein de scènes de films qui expliquent des concepts de féminisme. Par exemple, Boys Don't Cry, Except When They Do. Ça vient expliquer quand est-ce que c'est permis pour un homme de pleurer. Les agressions sexuelles sur les hommes, c'est toujours montré comme quelque chose de rigolo. Donc là, il en a fait un où c'est des hommes qui agressent des hommes, et là où c'est des femmes qui agressent des hommes. Il vient montrer ça. Après, il y a Stalking for Love, et pourquoi en fait on nous montre autant d'images d'hommes qui stalkent des femmes, c'est-à-dire qu'ils les regardent à leur insu, comme si c'était une preuve d'amour, alors que ça se fait juste pas en fait, c'est un super mauvais terreau d'une bonne société. Donc voilà, c'est vraiment incroyable, et c'est hyper impressionnant de voir l'accumulation d'images que je connais pour la plupart, et je pense que vous aussi, parce que c'est des images vraiment très populaires, de films très connus, et te dire waouh, attends, mais en fait cette scène elle est pas anodine, elle a tellement été répétée dans plein de films que c'est un choix en fait. Ça, c'est incroyable. Incroyable comme chaîne. Man Enough, ça je trouve ça cool. C'est un mec qui s'appelle... Comment il s'appelle? Man Enough. Il s'appelle Justin Baldoni. Justin Baldoni, c'est un acteur, c'est lui là-bas tout au fond. Et il a aussi un podcast qui s'appelle Man Enough, il a fait un livre, voilà. Et il parle de masculinité. Moi, je voulais attirer votre attention sur ça. Je crois qu'il y a 3 épisodes. Il a fait une table avec 6 ou 7 mecs qui sont des adultes, qui sont des acteurs, qui sont des champions de MMA, qui sont des docteurs, des gens très reconnus, un peu en mode les gens cool d'Hollywood qui veulent bien parler de ça. Il parle de sujets de masculinité avec beaucoup de pudeur. Et j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Et ça a assez peu de vues, c'est assez peu connu. Voilà. Et après, je voulais attirer votre attention sur ces 2 vidéos-là de Grégoire Simpson. En fait, je veux surtout vous parler de cette-ci, parce que dedans, il analyse, il parle un peu des concepts de qu'est-ce que c'est que la masculinité, les 4 types de masculinité en sociologie par l'Australienne Raewyn Connell. Et ça, c'est super intéressant d'être exposé à ça une fois si vous avez envie de mieux comprendre. Par contre, je trouve qu'il y a plein de trucs critiquables sur sa vidéo, mais ça vaut vraiment le coup, en tout cas, d'être exposé à ces idées-là de Raewyn Connell. Et si, comme moi, vous préférez voir une vidéo que lire un article, ben, je trouve que c'est quand même plutôt bien expliqué là-dedans. Voilou. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je vais vous mettre quelques liens encore en description en bas. Mais globalement, voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire. Encore une fois, j'y reviens, mais lisez ça. Si vous devez lire qu'un truc, lisez ça ou regardez Ted Lasso. Ted Lasso, c'est incroyable.
Et si vous avez envie de lire, lisez ça. C'est fou. Prenez votre temps, c'est pas une compétition il faut lire vite, il faut prouver, il faut montrer patte blanche. Faites ça pour vous. Parlez-en avec des copains, même si. Enfin, créez la discussion, quoi. Genre, hey, j'ai lu ça, j'aimerais en parler, est-ce que ça te dit d'en parler? Moi, j'ai pas des copains qui s'intéressent spécialement au féminisme, et pourtant, on a réussi à avoir quelques conversations avec certains, et ça a amené à d'autres discussions. Le fait d'ouvrir la discussion une première fois fait que des fois, même maintenant, c'est eux qui me proposent d'en parler. Donc voilà, je vais être trop à cœur de vous partager tout ça parce que c'est long à trouver, parce que c'est pas simple, et parce que ça m'a énormément nourri. J'espère que ça vous nourrira aussi, que ça vous inspirera. Si vous avez d'autres références qui ont été des coups de cœur pour vous, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pas que je sois parti pour faire une chaîne de youtubeurs, pas du tout, mais ça m'intéresserait de les lire quand même. Enfin, de pouvoir être nourri. Si vous avez des coups de cœur, quoi, peut-être que ça me plaira. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et ciao!